Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 10, motif et reprise. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Une notion dont on parle fréquemment dans la littérature de l'imaginaire, c'est l'intertextualité. C'est-à-dire que les motifs narratifs des récits actuels viennent souvent construire sur ce qui a été apporté au genre précédemment. Si on prend par exemple dans SF, les exemples fréquemment donnés, c'est Blaster, le voyage supraluminique, etc. Ce sont des choses qui sont relativement admises maintenant, alors que c'était des nouveautés autrefois. Donc, peut-être dans les littératures de l'imaginaire, c'est quelque chose qui est fréquent. Parfois, on peut reprendre aussi des figures, on reprend des fois la figure du vampire, du zombie, etc. Donc on va parler un peu de toutes ces questions de motifs, de contes, de mythes ou de figures. Qu'est-ce que ça apporte au lecteur quand on s'empare de quelque chose de classique? Comment on peut le tordre ou se l'approprier? De manière générale, est-ce qu'on écrit quelque chose de totalement original? Ah, jamais. Jamais. Il y a une théorie selon laquelle toutes les histoires ont déjà été écrites et on ne fait que les reprendre avec différents motifs. Moi, je serais assez de cet avis-là. Je pense que tout trouve ses racines quelque part et que après même quand on prend des mythes ou autre chose, ça évolue avec le temps. Enfin, moi, ce serait ma réponse. Alors, je suis d'accord pour l'histoire, c'est-à-dire la structure, en fait, narrative, mais pas pour le matériau. Et je pense que c'est faux de dire que tout a été inventé, c'est pas vrai. Et c'est vrai que, pour moi, le matériau, par exemple le vampire, les thèmes, en fait, et la structure, que ce soit la structure narrative, mais aussi des structures fondamentales comme le schéma oedipien, des choses comme ça, des structures psychologiques. Je pense qu'il est difficile d'innover pour le second, mais qu'on peut tout à fait innover pour le premier, et c'est même, j'allais dire, une spécificité de la modernité. La modernité, c'est chercher à s'extraire des schémas anciens, plus que les renouveler, en fait. Et j'allais presque dire que c'est une des définitions de la science-fiction, qui est de fabriquer les mythologies du futur, en essayant de casser les anciennes d'une certaine manière. Un exemple, c'est Crash de Ballard, par exemple. De créer des nouvelles mythologies. Ça veut pas dire qu'on y arrive, hein, mais en tout cas, c'est une aspiration. Par ailleurs, je me méfie toujours un peu, on a tout inventé, il existe des mythes universels. Pour moi, il n'y a rien d'universel, tant l'humain est plastique. Et la vivacité même des mythes tient peut-être justement au caractère plastique de l'homme, mais aussi à son côté grégaire et à sa capacité à générer des mèmes, plutôt qu'à la vérité sous-jacente des mythes en question, qui sont que moi je remets beaucoup en question, en fait. Je suis un peu entre vous deux, hein. Je pense que il y a quand même une commonalité à l'expérience humaine, avec un certain nombre d'aspirations et de besoins qui sont fondamentaux et en tout cas partagés par une grande partie parce que nous sommes tous humains et donc on a un certain nombre d'aspirations qui sont communes. Donc ça peut engendrer un certain nombre d'histoires et de thèmes et de motifs qui sont extrêmement vastes, mais à mon sens dont le nombre est quand même limité. Par contre, d'ailleurs c'est rigolo, c'est un des fondements d'ailleurs derrière la théorie du droit d'auteur, c'est-à-dire protéger le droit de l'auteur sur la création d'une œuvre de l'esprit, qui est une œuvre originale. C'est la théorie de la personnalité de Kant. C'est-à-dire que l'auteur met quelque chose de personnel qui lui appartient éminemment dans son œuvre, et par conséquent, il jouit de droit sur cette œuvre-là, elle lui appartient, puisqu'elle lui est personnelle, en fait. Donc je pense que histoire et thème sont extrêmement nombreux, mais peut-être limités. Par contre, chacun a quelque chose de nouveau à contribuer dessus, en fait. Et c'est là ce que l'auteur a à contribuer, en fait. C'est ce qu'il est. C'est son regard et c'est son traitement, en fait. C'est la variation. Enfin, il va apporter une variation, en fait. Une variation, oui. C'est l'avantage d'utiliser des contes et des mythes, en fait. C'est que ça irrigue tellement notre culture et notre psyché que on peut écrire sans y penser, on y revient toujours. Mais du coup, c'est l'écart par rapport à cette norme qui est intéressante. C'est ça qui est marrant, c'est que finalement, quand on lit quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est pas le truc lui-même, c'est la variation. Parce que le truc lui-même, on l'a déjà, d'une certaine manière. Et donc, ce qu'on recherche finalement, c'est la somme de toutes ces variations. Et un mythe, c'est une histoire et la variation de ces histoires et l'intégralité des variations possibles. Oui. C'est ça un mythe, en fait. Complètement. Et finalement, ça se retrouve dans la littérature et c'est ça qui constitue les genres aussi. Les genres, c'est un type d'histoire ou de thème. Alors, dans les genres, il y a justement l'intégration du matériau en plus de la structure. Et c'est effectivement, les pistons laser, mais c'est aussi les sabres laser. C'est aussi toutes les manières de varier en fait sur la manière de prolonger sa vie ou de la raccourcir dans le cas du sabre laser. Enfin, vous voyez,
En fait, c'est toutes les variations sur un thème. La façon dont on va distordre l'ADN humain ou du vivant, ou voilà, ça peut être l'intégralité des variations sur ce thème-là constitue en fait un thème et donc un sous-genre, un genre et une littérature entière. Et je trouve qu'il peut y avoir un vrai plaisir à justement jouer avec les attentes quand on parle de mythes ou de contes qui sont extrêmement connus, de s'amuser à soi-même tordre complètement ça et de jouer avec les attentes du lecteur. Et j'ai un exemple qui m'est revenu, c'est une nouvelle de Neil Gaiman qui m'avait énormément marqué, qui s'appelle, je crois, Neige, verre et pomme. On a du point de vue d'une femme qui épouse un roi qui a une petite fille, et cette petite fille est extrêmement bizarre, extrêmement inquiétante et plus ou moins vampire, et la belle-mère est tyrannisée par la petite fille, et on comprend arrivé à peu près le tiers ou la moitié de la nouvelle qu'on est en train de lire une relecture de Blanche-Neige. Et c'est extraordinaire cette nouvelle. Oui, et la belle-mère est adorable, elle est terrorisée, elle fait ce qu'elle peut pour rendre cette petite fille heureuse, sachant qu'elle est tyrannique. Dans le même genre, en leur parlant de mythe, le mythe arthurien, nous on part de Chrétien de Troyes, on arrive à Camelot. Oui. Et ce qui est assez bluffant, c'est que Camelot est extrêmement bien documenté en fait sur le mythe et le matériau, et en fait une relecture qui a rien à, évidemment extrêmement moderne, mais tout en restant beaucoup dans le respect du matériau, ce qui est assez fascinant à voir. Donc du coup, en fait, finalement, basé sur un mythe ou se baser sur une figure connue, le vampire, le zombie, etc., c'est une manière d'établir une commonalité avec le lecteur, une référence de manière à pouvoir ensuite aller plus loin. Ça dépend des cas. En fait, moi, je mettrais en plus d'un côté les contes ou les mythes et jouer avec une figure, parce qu'on n'a pas les mêmes... je dirais qu'on n'a pas les mêmes contraintes et pas les mêmes problèmes. Là, j'ai deux choses différentes à dire, en fait. Pour ce qui est de reprendre une figure typiquement vampire, zombie, etc., il y a aussi qu'on s'inscrit dans l'histoire d'un genre et que le genre évolue. Et par exemple, on pourrait pas, je pense, écrire Dracula maintenant parce que le genre a évolué depuis Dracula et typiquement tout l'attirail religieux n'a pas le même poids maintenant qu'il avait à l'époque. On n'a pas la même surprise face aux vampires. On doit tenir compte, si on veut réécrire de cette manière, il faut le justifier ou il faut avoir une démarche derrière. Mais toutes ces figures-là évoluent avec le temps et le regard que le lecteur a dessus et les attentes qu'il a ont aussi évolué. Donc c'est beaucoup pour moi ancré dans une époque. Et après, je pars complètement autre chose. Le conte, moi, pour avoir eu à le faire une fois, ça pose un problème. Je ne sais pas si c'est un cas particulier ou si c'est plus large. J'ai écrit un texte qui s'inspirait de plusieurs contes d'Andersen et qui reprenait notamment l'intrigue des Cygnes sauvages. Et je me suis heurté à un problème, c'est que le conte a une espèce de logique interne qui est complètement barrée. Il se passe des événements. Là-dedans, on nous explique que pour transformer donc les frères, les princes qui ont été transformés en cygnes, il faut que l'héroïne arrête de parler et aille cueillir des orties dans des cimetières et qu'elle fasse des tuniques avec. C'est pas pourquoi. Comment est-ce qu'on intègre ça dans une nouvelle qui se passe dans le monde contemporain? Il a fallu que je justifie cette absence de logique parce que dans le conte, le conte, on nous dit il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça. Et si on transpose ça dans quelque chose de contemporain, le lecteur va attendre autre chose. Donc pour moi, c'est en ça que si on parle du mythe ou du conte ou bien de la figure, on a des contraintes vraiment très spécifiques. Et donc je suis partie dans deux directions à la fois. En fait, quand on utilise un motif connu, alors en particulier un conte en fait où c'est une succession d'événements auxquels on va attribuer une signification en fait. Donc par exemple la tunique d'ortie, ça peut devenir quelque chose de symbolique, ça peut devenir quelque chose d'abstrait en fait. C'est pour ça qu'on peut tirer d'un conte classique et parfois son contraire. Et en fait c'est sans fin parce que la société évolue tout le temps, donc les relectures sont sans fin. Il y aura des reboots à perpétuité d'à peu près tous les contes, je pense. Si on considère le super-héros, comme certains le font, comme une mythologie moderne, c'est l'exemple même du reboot ultra rapide et régulier. Alors du coup, comment s'approprier un thème ou un motif? Si j'ai envie d'écrire sur reprendre un conte ou le vampire, j'ai l'impression que finalement la réponse est un peu toujours la même, c'est qu'est-ce que je peux apporter, moi, peut-être pas d'unique, mais de personnel, en gageant que comme je suis quelqu'un d'unique, ce que j'apporte de personnel le sera raisonnablement. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux apporter qui m'appartienne, je pense. Je vois ça à travers ce que tu disais tout à l'heure sur les questions que tu t'es posées. Tu t'es tombé sur cette question-là, et du coup, finalement, ton texte s'est nourri de cette question. Comment justifier ce procédé du conte, non? Dans ce cas-là, oui. Après, pour les figures, c'est encore autre chose. Vaste question. Là, ça a été intéressant, c'est comment transposer à l'époque contemporaine. Et après, je suis pas sûre d'avoir réussi à en faire quelque chose de vraiment original. J'ai eu des retours très partagés sur ce texte. Après, sur la figure, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a une question que le vampire, zombie, etc. a une symbolique très forte qui existe, qui mute aussi avec le temps. Et je pense qu'il faut qu'on trouve une manière de faire résonner ça avec l'époque à partir de laquelle on écrive, je pense. D'accord. On fait quelque chose. Et par exemple, je me suis rendu compte d'une chose, c'est sur la figure du loup-garou. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé qu'à un moment donné,
à un moment de l'histoire du genre, la figure du loup-garou s'est féminisée. Il y a eu énormément de personnages de loup-garou femmes. Il y a eu une dimension qui était sensuelle ou sexuelle encore plus forte qu'avant. Et plusieurs cas, et que je pense sans concertation, où ça a symbolisé la puberté chez la femme. Et je pensais au film Ginger Snaps notamment, qui est un bon exemple de ça, où une jeune fille est mordue par un loup-garou et elle commence à changer. Et sa petite sœur est terrorisée par ces changements et on ne sait jamais si c'est la puberté ou la morsure en fait. D'accord. Et je me suis retrouvée à écrire sur un loup-garou féminin absolument sans conscience de ça et me rendre compte que d'un seul coup, tiens, on est ancré dans quelque chose qui parle à notre époque, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est compliqué de reprendre ça consciemment ou on peut le faire par contre de manière extrêmement consciente. Et là, je pense à, pour le vampire, ce qu'a fait récemment Morgane Cossarieux, qui a écrit 2 romans, donc Dans les veines. Voilà, Dans les veines et Je suis ton ombre. Et la démarche de Morgane est vraiment très très réfléchie, c'est que elle qui se passionne pour le vampire depuis toujours, quand elle a vu arriver la mode du Twilight et du petit vampire tout gentil, ça l'a exaspérée. Elle a dit ok, on retourne aux sources. Elle est revenue au vampire années 80-90, rock'n'roll, violent, brutal, etc. Et elle a raconté finalement une histoire sur une lycéenne qui tombe amoureuse d'un vampire et ça se termine atrocement mal. Et là, pour le coup, c'était le genre est en train de prendre une direction qui me déplaît, bah ok, je reviens aux bases. On peut procéder de cette manière aussi. D'accord. C'est marrant parce que ça moi, la façon dont parce que je travaille sur à travers les dieux sauvages, je travaille entre autres sur la figure historique de Jeanne d'Arc, mais très mythologisée et plutôt sur le mythe en fait qui a été engendré. Si c'est un mythe qui a en plus été utilisé vraiment par tout le monde, c'est bien celui-là. Hein. Oui, de l'extrême gauche à l'extrême droite. D'ailleurs tu parlais de l'ancrage dans je peux pas spoiler, mais tu parlais de l'ancrage dans l'époque. Je suis conscient de certaines réappropriations avec lesquelles je vais m'amuser. Donc ce que tu disais sur Morgane, ça reprend pour moi ce qui est quand un mythe attire ou quand une figure, moi je mélange un peu les deux, mais quand une figure attire, pour moi la première question à toujours se poser c'est qu'est-ce qui m'intrigue là-dedans, parce que qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire et qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire dont j'ai l'impression que peut-être ça n'a pas été fait ou en tout cas dont je puisse apporter, parce que c'est difficile de trouver des choses qui ont jamais été faites, mais dont je puisse toujours apporter quelque chose qui m'appartienne, qui soit qu'à moi. Et finalement c'est la raison pour laquelle on écrit, quelque part, c'est qu'on s'efforce d'être suffisamment en lien avec sa voix interne et sa personnalité, faute de meilleurs termes, pour prendre le terme kantien, et de contribuer ça dans ce qu'on écrit. Donc je pense que la recherche est la même. Ça rejoint ce que tu dis, je pense, Mélanie, mais là, avec l'éclairage de l'époque, en fait, finalement. Mais ça revient à la même chose. J'aime pas le tour que prend le thème, donc moi, je vais en faire quelque chose. Je pense qu'il faut pas avoir peur, dans le fort intérieur, de se dire qu'est-ce que j'aimerais voir, moi. J'aime ce thème-là, mais de quelle manière j'aimerais le voir traité, qu'il n'appartienne qu'à moi. Petite citation pour terminer. Une citation de Picasso. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, allez voler.